Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je me présente très rapidement. Je suis Thierry Martin, le président du Conseil d'orientation de l'espace de réflexion Bourgogne-Franche-Comté, et c'est à ce titre que j'aurai le plaisir d'animer, si j'arrive à d'animer ce séminaire qui est consacré, comme vous le savez, à l'acceptation des personnes en situation de handicap et notamment au concept d'inclusion et aux enjeux que véhicule ce concept. Enjeux que nous traiterons essentiellement, parce que c'est notre rôle, c'est notre fonction, sur un plan éthique. Autrement dit, la question que nous soulevons de façon globale, c'est celle de savoir quels sont les problèmes, les questions éthiques générées par le recours fréquent. Il s'agit, j'espère que ma connexion n'est pas trop instable parce que l'ordinateur vient de me dire que ma connexion est instable. Enfin, j'espère que vous entendez ce que je dis, sinon ce serait un peu ridicule. Nous avons fait appel donc à plusieurs collègues que je vais vous présenter très rapidement par ordre alphabétique. Tout d'abord, Mathilde Bibouda, qui est directrice du Centre régional d'études, d'action et d'information, le CREAI, de Bourgogne-Franche-Comté. Noémie Nolot, qui est qui est secrétaire générale d'Andidactique et qui est conseillère autonomie à l'Agence régionale de santé, à l'ARS, des Pays de Loire, qui est experte également des questions de père aidance. Sébastien Claes, qui est philosophe et responsable de la médiation à l'espace éthique Nouvelle du But, également philosophe, et qui est chercheur en éthique et qui est notamment membre de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté. Ce webinaire ou ce séminaire en ligne présente deux particularités. D'une part, qu'il faut que vous connaissiez. D'une part, il est enregistré, comme tous les séminaires que nous avons organisés depuis plusieurs années, ce qui signifie que vous pourrez toujours ultérieurement, d'ici quelques jours, très rapidement, eh bien, via le site de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté, de l'EBFC, vous pourrez revoir ce séminaire grâce à la chaîne YouTube. Et puis, seconde particularité, ce séminaire qui va se présenter plutôt d'ailleurs un petit peu comme une table ronde, ce séminaire, il est interactif. Interactif, c'est-à-dire que nous souhaitons que le public, c'est-à-dire vous-même, vous puissiez intervenir, poser des questions, et nous souhaitons évidemment que les intervenants puissent vous répondre. Alors évidemment, ça ne va pas se faire de façon orale, sinon ça tournerait vite à une cacophonie où personne ne s'y retrouverait. Mais vous disposez en bas à gauche de votre écran d'un petit onglet Q et R, c'est-à-dire questions et réponses. Et en cliquant sur questions, vous pouvez écrire, rentrer une question auquel les participants pourront vous répondre s'ils en ont la possibilité et le temps. Une remarque concernant ces questions, essayez de rédiger ces questions de la façon la plus claire, la plus précise, mais en même temps la plus concise. C'est-à-dire que si vous faites si vous me permettez cette expression, d'une dizaine de lignes, personne ne dira votre question parce qu'on n'aura pas le temps, tout simplement. Donc, il faut que la question soit suffisamment courte. Ne posez pas une question du style « c'est quoi l'inclusion ?» Parce que sinon, c'est pareil, on ne peut pas vous répondre. Donc, il faut que vous posiez des questions dont vous ajustez aussi bien la précision que la concision. Voilà. Nous allons tout de suite commencer avec une petite vidéo que Aurélie va diffuser dans quelques instants.
Cette vidéo, elle s'intitule « 4 petits coins de rien du tout ». Ces 4 petits coins de rien du tout, ils sont issus d'un petit ouvrage, un petit album de Jérôme Ruyé, que vous connaissez toutes et tous, bien sûr. Et cette petite vidéo, elle a été réalisée par des élèves de CE2 de Chanceux sur Choisir. Je ne vous ferai pas la honte de vous rappeler, vous savez évidemment, que Chanceux sur Choisir se trouve en Indre-et-Loire, non loin de Tours. Voilà, si Aurélie veut bien lancer la vidéo, nous pourrons tous en profiter. Avec le son. Voilà, je pense que vous avez toutes et tous compris ce que signifie cette petite vidéo. Mais malgré tout, je voudrais quand même passer la parole tout de suite à Noémie pour nous dire comment elle appréhende cette vidéo et surtout sa signification. Noémie, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je dois bien vous avouer que ce n'est pas évident de prendre la parole juste après cette vidéo qui en fait est très touchante, qui est très parlante et qui montre bien combien les personnes, et peut-être les générations dont je fais partie, ont dû s'adapter, se suradapter à en fait, cette société. On est là pour parler donc de désinstitutionnalisation. Évidemment, moi, ça me pose beaucoup de questions. Peut-être d'abord en tant que personne qui vit avec la maladie, qui donc vit avec le handicap. Et puis, je crois que ça pose aussi beaucoup de questions à des tas de professionnels et d'autres personnes qui vivent et qui habitent en fait les établissements. Peut-être que pour commencer, j'aimerais moi revenir à mon histoire parce que je pense que ça illustrera concrètement ce que nous essaierons ensuite d'aborder.
Et vous dire que voilà, quand on parle de désinstitutionnalisation, très vite on parle de société inclusive. Monsieur Charles Gardou dit cette phrase très juste, qu'à partir du moment où on admet qu'il faut inclure, alors il va falloir admettre qu'on a exclu des personnes. Aujourd'hui, je suis un peu plus vieille qu'à l'époque, mais ça m'interroge beaucoup parce que qu'est-ce que cela signifie dans le fond que les personnes qui habitent en établissement sont donc exclues. À l'époque, et peut-être que c'est là que j'ai pris conscience la première fois qu'effectivement c'était le cas. J'avais 8 ans et l'école dite ordinaire dans laquelle j'étais a proposé que je puisse entrer en milieu spécialisé parce que soi-disant c'était plus, en tout cas ça répondrait mieux à mes besoins. Évidemment, à ce moment-là, les besoins qu'on identifie, ce sont les besoins de soins, ce sont les besoins de réadaptation, de rééducation. Ce ne sont pas en tout cas peut-être les besoins éducatifs, culturels, les appétences autres que je pouvais avoir. Et pour la petite histoire, la première fois que je suis entrée dans cet établissement donc médico-social, j'étais en pleurs, je regardais les enfants et puis je regardais les adultes autour de moi, mes parents n'étant pas là évidemment, puisque ça ne se passe pas comme ça, ça aurait certainement été le souhait de mes parents, mais voilà, le fait est que j'entrais donc en établissement avec des éducateurs et je me souviens de me dire, mais en fait, je ne suis pas comme eux, c'est pas ça, c'est pas moi. Et à partir de là, avec le recul, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on est en train de dire aux enfants que donc il y a des standards, qu'il y a des normes? Est-ce qu'à ce moment-là, je ne fais plus partie des standards auxquels il faut répondre? Je ne corresponds pas aux attentes de l'école, je ne peux pas être, je sais pas, efficace, productive. Bref, en tout cas, pour moi, c'est vraiment le choc. Et je pense que je fais ma première dépression à 8 ans, simplement parce que je ne me considère pas appartenir à ce milieu-là. Et je vais commencer donc à penser qu'il y a plusieurs mondes et qu'en tout cas, le monde dans lequel j'ai grandi, ce monde où j'étais citoyenne, bien, j'étais une petite fille, ne me voulait plus et qu'il allait falloir que je m'adapte, que je me suradapte à un autre milieu. Je ne pourrais pas vous raconter toute l'histoire, évidemment, elle est très longue. Mais histoire de peut-être ouvrir et de passer la parole à mes collègues, bien plus tard, bien plus grande, une fois que j'ai eu effectué beaucoup d'allers-retours entre l'école dite normale, l'école dite spécialisée, et puis ensuite l'internat, les établissements médico-sociaux divers et variés, il arrive à un moment donné où la barrière des 20 ans, le fait de devenir adulte, bien qu'on soit toujours le jeune d'un établissement, vous rattrape. Et la réalité, là, elle est assez difficile puisque ce qu'on vous propose logiquement, c'est d'aller vivre en maison d'accueil spécialisée ou en foyer d'accueil médicalisé ou encore, enfin, il y a tout un tas d'appellations que je ne vais pas citer maintenant. Dans ma tête de jeune fille, la seule chose que je me souviens, c'est que je veux échapper. Je veux échapper à cet endroit-là dans lequel je suis allée, dans lequel j'ai vécu plusieurs mois, simplement parce que lorsqu'on est enfant ou adolescent, tout ce qu'on vous apporte, alors bien sûr, c'est de prise en compte de vos besoins médicaux, mais c'est aussi une ouverture culturelle, beaucoup de loisirs. Il y a quand même une vie. On habite ces établissements, on sort avec
les copains, on vit avec les éducateurs. Et c'est comme ça, je crois, qu'on fabrique son expérience. C'est comme ça qu'on teste, c'est comme ça qu'on découvre, c'est comme ça qu'on apprend. Le foyer de vie médicalisé ou la maison d'accueil spécialisée, c'est vide, c'est de l'attente, encore et toujours. Et puis, c'est des activités qui, pour moi, étaient loin d'être celles que l'on fait quand on a 20 ans. Mais passons, pour échapper à ça, je vais rentrer en formation à la vie autonome. C'est encore une autre étape. Pour moi, je ne vais pas pouvoir ici vous expliquer comment elle se déroule. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette pédagogie à la vie autonome, c'est ce qui, moi, m'a fait découvrir qu'en prenant la main sur mon environnement, en étant équipée d'outils domotiques et robotiques, je pouvais me repositionner face à toutes ces personnes et tous ces aidants qui m'entourent. Ouvrir la porte, juste ça. Ou alors plutôt choisir de ne pas ouvrir la porte, juste ça. Ça a été des mois d'apprentissage. D'abord, il faut se détacher de ce que pensent les autres. Et puis ensuite, parce qu'il faut découvrir ce dont on a envie, ce dont on est capable. Pour faire ce travail-là, je finis très vite, pour faire ce travail-là, il faut se considérer, en tout cas, et c'est comme ça qu'on était considérés là-bas, comme des clients. En fait, on sort de la logique usager, bénéficiaire, etc. Je sais que ces termes-là choquent, je ne sais pas s'il faut les utiliser tels quels. Juste pour moi, c'était un tremplin vers ce retour à la citoyenneté. Parce qu'en vérité, j'ai toujours été citoyenne. Peut-être juste qu'à un moment donné, je l'ai perdu de vue, ou peut-être simplement qu'on m'a enlevé cette possibilité-là d'être citoyenne. Sylvain Kerbouche, qui est sociologue, a écrit, enfin en tout cas, il a mené une étude qui s'appelle « Se former à la gouvernance du handicap ». Voilà, je vous invite à la lire. Et je pense que je vais m'arrêter là parce qu'à mon avis, on va essayer de tous débattre. Je n'hésiterai pas à revenir si vous me le permettez un peu plus tard. Bien sûr, Noémie, nous vous le permettrons, nous vous le permettons d'ailleurs. Hein. L'exemple que vous avez pris à propos de la porte, il est significatif d'un point que la petite vidéo mettait en évidence. Vous n'en avez pas parlé, mais on en avait discuté avant ensemble, vous et moi, et vous l'aviez souligné. C'est que l'inclusion, elle est, comme le montre cette petite vidéo, elle est décidée par ceux qui ne souffrent pas de handicap, indépendamment en quelque sorte de ceux qui souffrent de handicap. Et la question du coup qui se trouve posée, c'est celle de l'autonomie ou l'autonomisation de la personne handicapée ou la personne en situation de handicap. Voilà. Ce qui me permet, par une transition qui n'est pas spécialement habile d'ailleurs, de passer la parole à Paul-Loup Veil-Dubuc pour davantage développer, s'il le veut bien, cette notion d'inclusion qui est au cœur de notre webinaire ou de notre séminaire d'aujourd'hui. Mais juste avant de te passer la parole, là je joue un rôle d'animateur, mais n'hésitez pas à discuter entre vous en faisant comme si l'animateur n'existait pas. Parce que ce que l'animateur a à dire ne présente aucun intérêt. C'est vous qui devez nous parler et non pas l'animateur que je suis. Allez-y, Paul. Merci beaucoup, Thierry. Merci beaucoup, Noémie, pour votre animation et l'intervention qui était aussi très, très riche. Je vais en effet, alors je travaille à l'Espace Éthique Île-de-France, je me permets juste de corriger un tout petit peu votre présentation. Je vais revenir en effet sur la définition qu'on peut donner de l'inclusion et les critiques qu'on peut faire, non pas seulement sur le concept, parce qu'en soi, critiquer un concept, c'est intéressant, mais ce qui est intéressant, surtout, je pense, ce sont les effets concrets de ce concept. Alors, si on prend deux définitions de l'inclusion, je vais essayer d'être très rapide dans différents champs.
Dans le champ de l'inclusion sociale, notamment un rapport de la Commission européenne disait que l'inclusion sociale est un processus qui garantit que les personnes en danger de pauvreté et d'exclusion sociale obtiennent les possibilités et les ressources nécessaires pour participer pleinement à la vie économique, sociale et culturelle, etc. Première définition. Deuxième définition, dans le champ du handicap, l'Association des paralysés de France, j'ai lu cela sur leur site, nous militons pour qu'il soit normal de faire des logements accessibles, de faire des trottoirs larges, de pouvoir aller dans n'importe quel commerce, dans n'importe quelle école, etc. Bon, il y a une suite, mais ce serait trop long de la citer entièrement. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que le noyau, je pense, de l'inclusion, c'est l'égalité des chances. C'est l'égalité des chances, c'est l'idée qu'il faut abattre les barrières ou en diminuer la taille par une action sur l'environnement et donc donner des moyens pour adapter l'environnement pour que tous et toutes puissent profiter d'un espace social commun. Donc, par exemple, donner des moyens de communication en partage. Je pense par exemple au facile à lire et à l'écriture inclusive, aménager des espaces physiques pour que tous puissent y accéder, et tout ça par une transformation des institutions, des infrastructures, aussi des représentations sociales, de sorte que par cet espace social commun, toutes les formes de vie puissent être adaptées. Voilà. Alors, dans le champ du handicap, évidemment, une des implications de l'inclusion, c'est ce mouvement de désinstitutionnalisation qui est en fait lié à cette pensée inclusive. L'institutionnalisation pouvant être vécue à l'inverse comme une ségrégation, c'est ce qu'a très bien montré Noémie, et constituer également une privation d'opportunités. Voilà. Alors, je voudrais maintenant, assez rapidement aussi, parce que l'enjeu, c'est quand même de discuter, soulever un certain nombre de présupposés de cette pensée inclusive. Je vais en soulever 4 assez rapidement. Le premier, c'est l'incluabilité de toutes et tous au sein de cet espace social commun dont je viens de parler, au sein de la société inclusive. Le deuxième qui va un peu avec lui, c'est peut-être une nouvelle définition de l'être humain ou du citoyen comme, je dirais, autonome vulnérable. À la fois autonome et à la fois vulnérable. Cela, mon collègue Fabrice Xil y insiste beaucoup. Nous avons changé de monde, dit-il. Il n'y a plus d'un côté les personnes vulnérables qu'on doit protéger et de l'autre les personnes autonomes dont l'autonomie doit être respectée. Nous sommes tous des êtres autonomes vulnérables, à la fois autonomes, à la fois vulnérables, plus ou moins autonomes, plus ou moins vulnérables. Nous sommes tous aussi plus ou moins inclus, plus ou moins exclus. Donc en fait, on voit bien que la frontière entre autonomie et vulnérabilité et la frontière entre inclusion et exclusion ne sépare plus des groupes humains, d'un côté les autonomes et les inclus, de l'autre les vulnérables et les exclus, mais passe peut-être dans chacun de nous. Nous sommes tous plus ou moins inclus, plus ou moins exclus, plus ou moins autonomes, plus ou moins vulnérables. Le troisième présupposé que je voudrais soulever, c'est un présupposé éthique peut-être, et c'est là qu'on va commencer peut-être la critique. Il faut être inclus. Il est préférable, dans la mesure du possible, de coopérer à la société, donc de réaliser un certain nombre d'activités sociales, de travailler, de respecter les règles de la vie sociale. Et le quatrième présupposé qui est plutôt politique, c'est qu'il appartient aux plus autonomes des autonomes vulnérables dont j'ai parlé de définir les critères d'inclusion, puisque par définition, les dispositifs inclusifs sont élaborés par ceux qui sont déjà les plus inclus, je dirais. Alors, pour finir, je dirais que ces présupposés, et en particulier les deux premiers, sont en partie faux. Et le problème n'est pas seulement qu'ils sont faux, ce sont les effets pratiques de cette fausseté. Et je parle ici en particulier des personnes en situation de handicap. Ils sont en partie faux parce que, premièrement, certains handicaps mentaux ou psychiques sont de fait exclus de cette pensée inclusive, précisément parce que ces personnes porteuses de ces handicaps mentaux ne sont pas toutes incluables, au sens où elles ne peuvent pas toutes participer à cet espace social commun. Je parle ici notamment des personnes polyhandicapées.
et c'est précisément ce qu'exprime dans le champ du polyhandicap une association, le groupe Polyhandicap France, avec laquelle nous travaillons beaucoup à l'Espace éthique Île-de-France. Un certain nombre de handicaps complexes, je les cite, et de handicaps de grande dépendance nécessitent un accompagnement soutenu permanent, aucune suppression barrières, donc on revient aux barrières à l'égalité des chances, ne supprimera les conséquences de ces handicaps, et notamment du polyhandicap. Donc, ces personnes nécessitent des soins continus et permanents, et une crainte du groupe Polyhandicap France, c'est que ce mouvement de l'inclusion, et en particulier la désinstitutionnalisation, ne conduise finalement à un désinvestissement des pouvoirs publics à leur égard, à peut-être des situations d'abandon, et en tout cas, l'inclusion pourrait être une façon de justifier le désinvestissement des pouvoirs publics. La deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle ces présupposés sont en partie faux, et seulement en partie, hein, ils sont aussi en partie vrais, c'est que certaines capacités, pour être développées et valorisées par la société, nécessitent peut-être, et je suis très prudent, le maintien de certaines séparations ou des accompagnements adaptés et particularisés. Et ici, on peut prendre l'exemple de la scolarisation de personnes atteintes de certains handicaps. Sur le site de l'Association des paralysés de France, je lis un commentaire d'une personne qui répondait qui commentait l'article sur l'inclusion. Je le cite, c'est assez long, mais je pense que c'est intéressant de le lire en entier. Dans les ULIS, unités locales d'inclusion scolaire, les AVS avec la langue des signes ne suffisent guère pour accompagner les élèves sourds dans une classe ordinaire. Complètement délirant. Ce dont ils ont besoin, c'est une pédagogie adaptée et directe par les enseignants compétents à la surdité et non par des enseignants qui se sont renseignés sur la surdité par Internet ou peu formés. Les adaptations pédagogiques, c'est tout le temps et tous les jours. Je ne suis pas sûr que ces enseignants soient prêts à gérer avec les 30 élèves en plus. D'ailleurs, les enfants sourds, par leur acuité visuelle développée, sont sensibles, ils émettent facilement beaucoup d'hypothèses qui peuvent le déstabiliser, ils peuvent facilement adopter un comportement de faux semblant pour montrer qu'ils ont tout compris. Les élèves sourds ont besoin d'un cadre étroit et rassurant. Donc, à lire cette personne, donc éducatrice, ce qui semble nécessaire, ce sont en fait des médiations entre des classes spécialisées et des classes dites ordinaires, et non la réunion de toutes et tous au sein de classes uniques. Donc, c'est ce que cette personne dit, on ne peut ne pas être d'accord. Il est aussi possible d'imaginer une inclusion scolaire, c'est-à-dire des classes uniques, mais à condition que les enseignants soient formés et rémunérés pour cela. Voilà. Donc, pour conclure, il faut, à mon avis, essayer de trouver le bon équilibre entre, évidemment, la ségrégation dont on espère que nous nous éloignons, et une inclusion à marche forcée par laquelle on risque de justifier le désinvestissement et peut-être l'abandon de personnes qui ont besoin d'accompagnement spécifique et personnalisé. Voilà à peu près ce qu'on peut tirer de ce que je vous dis. Je vous remercie. Merci. Serge Ebersol, on aimerait vous entendre également sur cette notion d'inclusion et sur les enjeux de l'inclusion, si vous voulez. Oui, bonsoir. Alors, c'est vrai que cette notion d'inclusion est une notion qui fait l'objet de débats depuis maintenant 2 ou 3 décennies. Et donc, c'est une notion relativement ancienne, si vous voulez. Et je crois que cette notion d'inclusion, elle reflète de nouvelles grilles de lecture de ce qui fait handicap d'une certaine manière. Les politiques, l'ambition intégrative, si vous voulez, elles sont organisées autour d'une distinction entre capable et incapable. Et il s'agissait pour réintégrer les personnes, pour intégrer les personnes, de les réadapter dans des structures spécialisées. Ce qui caractérise, me semble-t-il, les politiques inclusives et l'ambition inclusive telle que j'ai pu analyser en France, mais également dans d'autres pays, c'est qu'elle repose sur une conception développementale des difficultés. À savoir qu'à l'opposition capable-incapable, elle substitue
une opposition ou une distinction typique-atypique. C'est-à-dire que les approches développementales qui est soutenues par la psychologie cognitive, les neurosciences, etc., ont accrédité l'idée que même des personnes polyhandicapées disposaient de capacités d'apprentissage. Et je suis à l'heure actuelle sur un projet qui polyhandicap et télémédecine, et on voit bien qu'à travers la télémédecine, la technique de la télémédecine, les personnes présentant une déficience sévère disposaient d'aptitudes sur lesquelles il était possible de s'appuyer pour faire des choses. Donc, ce qui caractérise, me semble-t-il, l'ambition inclusive, c'est une redéfinition des grilles de lecture de ce qui fait handicap, la même une redéfinition de ce qui fait le spécialisé. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je pense moins qu'on soit dans une logique de désinstitutionnalisation que dans une reconfiguration du spécialisé autour de la concrétisation des droits. Parce que si la distinction typique, atypique dont je parlais tout à l'heure, elle revient à remettre en cause l'idée qu'il puisse y avoir des personnes qui ne puissent pas prétendre aux droits. Et à ce titre-là, si vous voulez, la légitimité du spécialisé s'organise moins autour, ou réside moins la normalisation des personnes, comme l'a bien montré Noémie Nolot, mais dans le soutien à l'autodétermination et à l'exercice des droits des personnes. Et c'est un glissement de perspective, moi, qui me paraît relativement important et qui pose un certain nombre d'enjeux relativement essentiels, parce que si l'on prend l'ambition inclusive à l'échelon européen, il y a des pays où 99% des élèves, enfants, sont scolarisés en milieu ordinaire. Ce qui revient à dire que des élèves, que dans certains pays à déficience égale, le destin va être tout à fait différent selon la manière dont on se saisit de cette nouvelle responsabilité confiée aux spécialisés, parce que ce qui est important, me semble-t-il, et c'est là au niveau un des enjeux majeurs quand on parle d'inclusion, ce n'est pas uniquement de se satisfaire de l'accès au droit commun. Parce que très souvent, si vous voulez, lorsque l'on parle d'inclusion, on parle d'accès au dispositif de droit commun, un prendre part qui va permettre le partage d'activités avec des personnes qui ne présentent aucune déficience. Cette conception de l'inclusion, si vous voulez, est une acception mathématique. A est inclus dans B, et on se préoccupe relativement peu dans ce contexte-là des conditions dans lesquelles se joue l'inclusion. Et lorsqu'on prend les données, on se rend compte que les personnes qui sont handicapées sur les lieux de travail sont surexposées aux discriminations, mais également sur les lieux de scolarisation. Ce qui fait que lorsqu'on mène des entretiens avec des personnes, on se rend compte que l'accès à l'école, par exemple, n'est pas en soi synonyme de reconnaissance ou d'acceptation. Et c'est à ce titre-là, me semble-t-il, qu'on ne peut pas méconnaître que l'accès au dispositif de droit commun, le prendre part qui en découle, est indissociable du faire partie. Vont pouvoir
expérimenter les personnes. Et ce faire partie, il va largement dépendre, me semble-t-il, d'après les analyses que j'ai pu réaliser, que d'autres ont pu réaliser, ça va être largement dépendant de l'effet capacitant des soutiens et des aménagements. C'est-à-dire en quoi, par exemple, les AESH permettent-ils aux élèves d'exercer le métier d'élève. L'AESH joue un rôle important, mais le fait-il parce qu'il cherche à compenser une déficience a priori, ou le fait-il parce que son rôle est de permettre à l'élève d'exercer son métier d'élève, et en permettant à l'élève d'exercer son métier d'élève, d'être vu comme un élève d'abord. Et ça, c'est une dimension relativement importante, puisque ça leur revient à dire que le prendre part de l'école, ce n'est pas uniquement un prendre part qui se spécifie en termes d'apprentissage, etc., mais c'est également un prendre part qui se spécifie, qui se joue en termes d'acceptation et d'interdépendance sociale. Mais en même temps, si vous voulez, et c'est là cette dimension relativement importante, parce que dans les travaux que j'ai pu mener, je me suis rendu compte, en travaillant sur la transition juvénile, que dans 70% des cas, les élèves estimaient que les soutiens dont ils bénéficiaient ne leur permettaient pas d'exercer les mêmes tâches que les autres. Ce qui fait que, d'une certaine manière, l'accès au droit commun, l'inclusion, devenait une forme d'invalidation de la personne. Mais en même temps, se faire partie est indissociable de la capacité de la personne à agir sur son environnement. Ce qui distingue fondamentalement, si on prend la littérature, l'intégration émancipatoire que peut avoir l'accès aux dispositifs de droit commun et la possibilité qu'ont les personnes de, comment dirais-je, s'adapter à des environnements variables. Quand j'ai mené des entretiens avec des personnes concernées, notamment par exemple à l'issue du collège, certaines d'entre elles disaient ne pas se définir comme handicapées. Elles s'estimaient tout aussi légitimement compétentes que n'importe qui, parce que, arrivées au stade où elles en étaient arrivées, elles estimaient avoir fait preuve de plus de compétences que nombre d'élèves qui n'étaient pas reconnus handicapés. Et cela, me semble-t-il, que ce qui se joue derrière la question de l'inclusion, ce n'est pas uniquement l'accès au dispositif de droit commun, ce n'est pas uniquement la mobilisation de soutien, mais c'est de penser la normalisation des environnements, l'accessibilisation des environnements au regard des formes de reconnaissance qu'expérimentent les personnes. Et c'est là que, plutôt que de se focaliser sur la participation, parce qu'effectivement, la participation peut être une injonction paradoxale, parce que quand on analyse les conditions de vie des personnes présentant une déficience à l'heure actuelle, bon, il n'est pas rare qu'il y ait des formes de participation ou qu'on ambitionne une participation sociale sans participants. L'enjeu fondamental, me semble-t-il, c'est de permettre aux personnes d'être à parité de participation, c'est-à-dire de se penser et d'être vues aussi respectables et aussi estimables que tout à chacun. Et c'est là que, pour moi, l'enjeu fondamental de l'inclusion, ce n'est pas la désinstitutionnalisation. Dans la mesure où les travaux que j'ai pu commettre auprès des familles qui ont un enfant présentant une déficience ou auprès des personnes concernées, notamment dans le cadre d'un travail que j'ai mené avec l'APF, montraient quand même que l'accès aux dispositifs de droit commun pouvait être source de servitude au même titre que le milieu spécialisé. Et je pense que fondamentalement,
ce qui se joue, là, on a une autre rupture majeure qui a permis effectivement de penser les personnes ou toute personne comme un sujet de droit responsable et raisonnable, c'est la distinction typique, atypique. La déficience intellectuelle n'existe plus en tant que telle, c'est un trouble dans un spectre, de même pour l'autisme. Et donc, je crois qu'un des enjeux, c'est vraiment de corréler l'ambition inclusive aux possibilités de participer, aux possibilités pour les personnes d'être à parité de participation sociale et d'être égalité de chance, non seulement en termes de réussite, etc., mais également être égalité de chance dans les formes d'estime sociale et de respectabilité sociale qu'elles peuvent faire valoir. Et c'est là que la question de la pérennance devient importante et la place de la subjectivité des intéressés, me semble-t-il. Votre micro est coupé, je crois. Tout à fait, merci. J'avais coupé pour que la connexion soit la meilleure possible et maladroit de ma part. J'aurais bien aimé entendre Mathilde discuter avec vous parce que le terme de désinstitutionnalisation a été employé par Serge Ebersold et je crois que vous êtes concerné au premier chef par cette question. Oui, tout à fait. Je veux bien rebondir avec plaisir. Alors peut-être pour dire d'où je parle, nous, le CREAI Bourgogne-Franche-Comté, et puis tous les autres aussi, on intervient beaucoup, notamment pour des formations, des groupes de travail avec les professionnels du secteur social et médical, de la part des familles et des personnes concernées, comme les évoquait un peu tout à l'heure M. Veil-Dupuc, des craintes autour de cette question de désinstitutionnalisation. Avec en fait derrière un terme qui est un petit peu galvaudé, ou en tout cas à notre sens utilisé à mauvais escient, parce que en fait très souvent quand le terme de désinstitutionnalisation est utilisé, il l'est plutôt pour parler de la fin des établissements. En tout cas du côté des professionnels dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que leur crainte est de dire voilà. Nous, on a été créés, les établissements spécialisés dans le champ du handicap, surtout après, dans l'après-guerre, sur des mouvements, des mobilisations des familles de personnes en situation de handicap. On est spécialisés et on pense répondre à un besoin, à une demande, mais ce qu'on comprend des politiques publiques actuelles, et notamment aussi au niveau international, au niveau de l'ONU, il y a eu des rapports en 2019 qui ont été confirmés en 2021, qui expliquait, et là je cite, qu'il n'existe pas de bon établissement d'accueil puisqu'ils imposent tous un certain mode d'existence qui limite les possibilités de vivre une vie agréable sur la base de l'égalité avec les autres. Et donc, forcément, vous comprenez bien que alors là, j'en prends une toute petite partie, bien sûr que les rapports sont bien plus conséquents et étoffés que ça, mais si on extrait ça comme ça, tout seul, je pense qu'on peut assez facilement comprendre les craintes de ces professionnels liées à la fermeture des établissements et donc liées à leur métier avant tout, mais aussi liées à du coup, que vont devenir ces personnes? Est-ce que derrière ce mouvement inclusif, il n'y aurait pas une volonté cachée, masquée de passer d'une responsabilité d'État, d'une responsabilité de société dans l'accompagnement des personnes les plus vulnérables, une responsabilité familiale, parce que nous, les structures, on n'aura plus notre place et donc les personnes, elles vont être à domicile. Qui va être là pour les accompagner? Ce ne seront plus les professionnels, ce seront les aidants, notamment les aidants familiaux. Donc, en effet, quand on rentre dans cette réflexion-là, ça peut être très, très vite anxiogène. Et c'est pourquoi nous, on a voulu mener une réflexion et on a abouti à un article sur le sujet, le sujet de l'inclusion. Et ce à quoi on aboutit, c'est que
déjà, voilà, désinstitutionnalisation, inclusion, c'est pas forcément des activités à l'extérieur avec d'autres personnes, pas qu'entre personnes en situation de handicap, si ça correspond à un besoin, à une attente, à une demande des personnes accompagnées, et si c'est le choix des personnes de vivre dans cette institution, alors là, bien sûr qu'on peut être dans un processus soutenant l'inclusion. Et tout ça pour dire que, en fait, derrière cette notion d'inclusion, il y a plusieurs incontournables. Certains ont été cités, je pense notamment à la question de l'accessibilité. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'accessibilité physique, matérielle, du bâti, mais aussi, voilà, n'oublions pas les questions d'accessibilité sur de l'information, par exemple. Comment je vote si ce que me disent les politiques ne m'est pas accessible, par exemple. Hein. Donc, l'accessibilité, elle est bien à tous ces niveaux-là. Il y a la question de la compensation. Compensation, alors là, plutôt d'un côté individuel, avec des prestations de compensation qui peuvent être des aides humaines ou qui peuvent être des aides techniques. Mais pour autant, l'un ne va pas sans l'autre, parce que si j'ai une aide technique, j'ai un fauteuil, par exemple, mais que le trottoir est trop étroit, ce fauteuil, voilà, c'est un grand tout. Et au-delà de ces accessibilité de compensation, il y a forcément ce qui a été évoqué tout à l'heure, la question de la participation, du libre choix. Et c'est en cela que je fais le lien avec la désinstitutionnalisation. La Convention internationale des droits des personnes handicapées nous dit bien que les personnes en situation de handicap doivent pouvoir choisir où, avec qui et comment elles souhaitent vivre et quel mode de vie elles souhaitent, bien sûr, comme tout à chacun adopter. Mais ça nécessite plusieurs choses. Ça nécessite d'abord que les choix puissent être présents. Or, à l'heure actuelle, ce qui se passe en France, contrairement à ce qui était dit précédemment dans d'autres pays européens, c'est que quand je suis lourdement handicapée, polyhandicapée par exemple, eh bien, j'ai très peu de choix. C'est ce que disait Madame Nolot tout à l'heure, j'ai le choix de l'institution, parfois, quand il y a des places, etc. Mais le choix d'être soutenu, accompagné dans mon domicile, il n'est pas toujours présent, faute de dispositifs suffisants pour soutenir l'accompagnement de ces personnes dans leur domicile. Par ailleurs, n'oublions pas aussi que pour certaines personnes, du fait de leur parcours passé, du fait des liens avec leur famille, enfin, pour différentes raisons, la vie en institution peut aussi être un choix, qu'on le veuille ou non, qu'on veuille ou pas l'entendre, c'est quand même une réalité. Et donc, une politique qui consisterait au nom de l'inclusion, je supprime toute forme d'établissement, par exemple, n'irait pas dans le sens du respect, du libre choix, de la volonté des personnes. Et puis, le dernier ingrédient, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais au-delà des questions d'accessibilité, de compensation, de participation, de libre choix, il y a aussi ce que nous, en tout cas, on a appelé peut-être à bon ou à mauvais escient, j'en sais rien, vous me le direz, mais la question de la bienveillance de tous. C'est-à-dire que ça peut faire un peu bisounours, mais l'idée derrière, c'est de dire qu'une société inclusive, elle ne peut l'être que si le changement de regard s'opère dans notre société. Alors, on l'a vu, hein, on l'a dit, il y a eu déjà quand même, si on a plusieurs siècles en arrière, on avait une vision plutôt ségrégative des personnes différentes, des personnes notamment en situation de handicap. Et la politique qui était menée alors, je ne sais pas si c'était vraiment une politique, mais en tout cas, c'était de dire on ne veut pas vous voir, on ne veut pas vous voir, politique ségrégative, ces personnes pouvaient être à la rue, etc. Et puis ensuite, on a un peu évolué vers un modèle qu'on a dit intégratif. Là, on a créé des établissements spécialisés et où, si je peux m'exprimer ainsi, on veut bien vous voir, mais si vous arrivez à nous ressembler. Je pense que c'est un peu ce que disait Madame Nolot tout à l'heure, ou ce que disait la vidéo. Si vous arrivez à devenir un rond alors que vous êtes carré, ben, c'est OK. Et là, on est en train de passer, mais on passe tout doucement et qu'on est loin d'être à une réelle société inclusive. Ce n'est pas qu'on veut bien, c'est qu'on veut vous voir et on veut vous accepter tel que vous êtes. Et donc, pour ce faire, ça nécessite forcément ce que nous, on a appelé
bienveillance, même si là aussi c'est un terme un peu galvaudé, mais en tout cas qui veut dire un changement de regard et une acceptation de l'autre, et en tout cas une acceptation de l'autre tel qu'il est, avec ses différences, et non pas par rapport à une norme établie. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur ce qui a été évoqué. J'espère que ce n'est pas trop long. Oui, merci Mathilde. Je ne sais pas pourquoi, mais on a un problème avec le son quand vous parlez, qu'on ne rencontrait pas ailleurs, je ne sais pas. Enfin, c'est un peu dommage que ça brouillait votre discours, mais heureusement, malgré tout, on a pu vous entendre et vous entendre aussi, je crois, distinctement. Ce que vous venez de développer, notamment sur l'institutionnalisation à domicile ou non, en quelque sorte, me fait penser à la question d'actualité, qui est celle de la pandémie. La pandémie, on peut le supposer, et on peut le vérifier malheureusement, a aggravé la situation des personnes en situation de handicap. Mais d'un autre côté, on peut également imaginer qu'elle a joué un rôle, non pas positif, mais qu'il y a une certaine positivité de la pandémie au sens où elle a obligé les institutions, notamment, à trouver des moyens pour remplir le rôle. Et je crois que Sébastien peut nous en parler. Sébastien. Claes. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir dans votre webinaire avec Paul Lou. Effectivement, on a travaillé depuis le déclenchement de la crise sanitaire sur un observatoire qui est l'observatoire Covid-19 éthique et société. Je me suis occupé en particulier des situations de handicap, mais on a fait un groupe de travail sur la réanimation, un groupe de travail sur le grand âge, sur la fin de vie, etc. Enfin, sur différents types de sujets. Et je vais vous retranscrire ici quelques constatations qu'on a faites dans le groupe et qu'on a d'enjeux éthiques qu'on a soulevés et qu'on a repérés et qu'on a discuté pendant la crise sanitaire. Il y a une documentation qui sortira bientôt que je vous transmettrai, qui s'appelle « Pendant la pandémie et après, accompagner les personnes en situation de handicap », qui retranscrira certains des éléments dont je vais vous parler là. C'est assez difficile de parler des situations de handicap pendant la crise sanitaire parce que la situation a énormément évolué entre la première période de confinement, la période de déconfinement, les confinements qui n'étaient pas vraiment des confinements avec des restrictions, on ne pouvait pas sortir de chez nous le soir, etc. Les situations ont été assez différentes. Bon, mais je vais quand même essayer de lisser les choses pour cette présentation et de vous transmettre des informations. Et puis, il y a eu une grande diversité aussi des situations rencontrées en fonction des territoires. Voilà, on a eu des témoignages très différents. Si ça se passe en région parisienne ou en Bretagne ou ailleurs, les situations n'étaient pas tout à fait les mêmes. Donc tout d'abord, peut-être un point important, c'est que pendant la pandémie, l'isolement des personnes en situation de handicap a été révélé vraiment de manière spectaculaire. Enfin, on va le dire, c'est un témoignage qui est récurrent. On a des personnes qui avaient du mal à aller faire leurs courses, et à manger pendant le premier confinement. Alors, au début de la crise, on remarquait, notamment avec l'étude Handifaction, avec laquelle on travaille, qui est un baromètre d'accès aux soins, mais qui a étendu son questionnaire à d'autres questions pendant la période du premier confinement. Donc, on a repéré que dans un premier temps, les personnes en situation de handicap voulaient faire appel à des professionnels. Et puis que, vu la pénurie des professionnels, au fur et à mesure on voit que la demande se décale et qu'on a davantage de demandes pour les voisins. Donc, il y a une étude qui montre que des personnes en situation de handicap qui ont répondu avaient besoin de l'aide des voisins à 60%, de la famille à 55%, et des professionnels seulement à 24%. Donc, on voit que pendant la crise sanitaire, il y a eu un décalage, c'est-à-dire que finalement, on a fait appel à des ressources de proximité. Voilà.
Ça, je pense que c'est un premier indicateur très important. Ensuite, je pense que cette crise, elle nous a interrogés collectivement sur nos manières d'accueillir les personnes en situation de handicap et de répondre à leurs besoins. Il y a de nombreuses plateformes qui ont été créées. Solidaire Handicap, qui avait été annoncé par Sophie Cluzel en avril, si ma mémoire est bonne, en avril 2020. Et à l'échelle nationale, jeveuxaider.gouv.fr. C'est des sites de plateformes qui avaient été mis en place par le gouvernement. Il y a eu des plateformes à l'échelle de Paris, des plateformes à l'échelle de différents départements également. Et ça pose un nombre très important de questions éthiques sur justement ce tissu social qui peut se créer ou qui peut exister autour des personnes en situation de handicap. Quel type d'offres est-ce qu'on peut proposer sur ce site? Comment réguler ces offres? Est-ce que ces offres, elles entrent en confrontation ou en concurrence avec les offres de professionnels? Est-ce qu'on peut considérer que son voisin est un accompagnant? Où commence l'accompagnement professionnel? Où se situe l'accompagnement amical ou l'accompagnement de voisinage ou le fait de rendre un service à ses voisins? Comment est-ce qu'on respecte les règles sanitaires? Comment sont formées les personnes? On parle toujours de formation. C'est vrai que ça peut paraître un peu administratif ou bureaucratique. On va dire on va former tout le monde, alors on va former l'ensemble de la population française. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une question qui se pose. Ce n'est pas si facile d'accompagner une personne en situation de handicap en fonction de son handicap. Après, on peut se laisser guider aussi. Mais cette question de la formation est importante parce que pourquoi pas transformer les établissements médico-sociaux en centres de formation aussi à certains moments ponctuels pour former justement ce tissu social autour des personnes. Ça pose aussi cette question de la formation ou de l'approche de ses voisins. Ce n'est pas si facile d'aller toquer chez son voisin. D'écouter aussi ce dont les gens ont besoin, de ne pas s'imposer, de respecter l'intimité. Donc, il y a un dosage qui est assez complexe et qu'on a effectivement travaillé avec l'association Voisins Solidaires qui repose justement sur cette volonté de développer l'entraide entre voisins. Il y a de nombreux enjeux éthiques qui se posent sur ce premier point qui est le tissu social autour de la personne. Voilà. Ensuite, je pense que la crise sanitaire nous a amené à réfléchir sur le rôle des établissements, parce que les établissements ont été très bouleversés. Il y a de nombreuses personnes hébergées dans les établissements qui sont retournées chez elles, chez leurs parents, pendant le premier confinement. Et c'est posé la question pour les établissements, même si ce n'est pas du tout mon métier, comment est-ce que j'interviens au domicile? Comment j'interviens au domicile des personnes qui sont habituellement hébergées chez moi? Il y a eu beaucoup de réponses qui ont été apportées, des groupes WhatsApp qui ont été créés, des liens téléphoniques qui ont été apportés très régulièrement, des conseils qui ont été apportés aux parents qui parfois ont été débordés, surchargés de travail. Et puis, on pourrait parler aussi de l'éducation nationale et de l'approche des établissements scolaires pour justement atteindre les élèves en situation de handicap chez eux. Alors là, on se pose des questions qu'on se posait déjà avant, mais peut-être qu'on se les pose différemment. C'est de quoi est-ce qu'ils ont besoin? De quoi est-ce qu'ils ont besoin à distance? S'il y a des AESH qui sont encore disponibles, comment est-ce qu'elles peuvent intervenir à domicile pour aider les élèves en situation de handicap pour accéder à la visioconférence, pour les suivre dans leur travail, pour les aider dans leur travail? Donc, il y a plein de solutions qui ont été trouvées. C'est vrai que ces établissements scolaires ont été très inventifs. Et d'ailleurs, on a vu des effets paradoxaux, parce que moi, j'ai eu des témoignages dans l'Académie de Créteil, notamment, qui me disaient, comme les élèves en situation de handicap ont été davantage suivis que d'autres types d'élèves, finalement, le taux de décrochage scolaire dans l'Académie de Créteil, dans cet établissement-là, a été moins fort. Bon, on voit que l'accompagnement fonctionne. Peut-être qu'on pourrait même dire que c'est un exemple, qu'il faudrait faire ça avec tous les élèves finalement. Donc, c'est mieux que l'inclusion. C'est-à-dire on part du handicap et puis finalement, on irrigue les bonnes pratiques dans l'ensemble de la société.
Et puis, il y a certaines pratiques en visioconférence qui ont été aussi salutaires, puisqu'on voit que les élèves se sont sentis beaucoup mieux, beaucoup plus accompagnés et finalement beaucoup plus épanouis, parce que parfois, au collège, voilà, les relations dans les cours d'école, etc., peuvent être un peu toxiques. Donc, on a vu quand même des effets bénéfiques, finalement. C'est paradoxal, mais... Et puis, il y a eu aussi les établissements qui se sont posés la question inverse. C'est-à-dire, comment est-ce que l'établissement s'ouvre? Et comment est-ce qu'on fait pour que les personnes qui sont hébergées dans l'établissement qui est fermé, ou très peu ouvert au public, aux familles, puissent communiquer avec l'extérieur? Et là, c'est une autre logique. C'est comment on accompagne les personnes dans l'utilisation d'outils comme WhatsApp, Zoom, Skype, etc. Et là, on a vu vraiment le développement de fonctions nouvelles qui se développaient déjà avant, mais qui maintenant, je pense, ont pris un nouvel essor, les médiateurs numériques, pour vraiment accompagner les personnes, les former, leur dire comment on utilise l'outil, est-ce qu'elles veulent l'utiliser seules ou est-ce qu'elles veulent l'utiliser accompagnées, respecter leur intimité, dire qu'on ne fait pas tout sur ces plateformes. Enfin, voilà, toute une suite de règles. Je passe assez vite parce que sinon... voilà, ça va être trop long. Le troisième grand point qu'on a abordé sur cette société, sur cette idée de société inclusive, c'est évidemment la communication. Ça, on en a déjà un petit peu parlé. C'est comment les messages arrivent, sont discutés, sont traités au sein des établissements ou auprès des personnes. C'est-à-dire que la communication et l'information, c'est aujourd'hui un moyen très important de se relier à la société environnante. Donc, c'est un moyen de reliance fondamental. Donc, il y a la question de la communication qui se pose, donc à la fois l'adaptation des messages, mais aussi, je pense, le fait de développer peut-être des idées de communication qui ne développent pas une forte angoisse chez les personnes. Je pense que la communication, ça a été une forme de soin pendant la crise sanitaire, et parfois ça a été une forme de maltraitance. On l'a vu dans le domaine du handicap où en quelques jours, ça a été la panique totale de beaucoup de gens parce qu'on disait, si jamais vous êtes malade, les hôpitaux, ils ne voudront même pas de vous. Voilà. On ne vous réanimera pas, vous allez mourir, etc. Ça a été la panique. Enfin, je veux dire, ça c'est bien une question de transmission de l'information. Et là, pour le coup, information très anxiogène. Et enfin, la question beaucoup plus large, mais toujours intéressante, de l'adaptation de la société environnante. Le moment du déconfinement arrive en mai 2020, et puis ça s'est prolongé comme ça, et de nouvelles problématiques surviennent. Comment est-ce qu'on fait respecter les gestes barrières à des personnes qui ont un handicap psychique, par exemple, et qu'il y a une personne en situation de handicap avec un accompagnant ou une accompagnante qui entre dans la boutique, en fait, la boutique, elle est déjà quasiment pleine. Ça a pu poser quelques frictions aussi. Il y a eu la question des distances, etc. On en a beaucoup parlé avec Noémie Nolot. Donc peut-être que Noémie, tu pourras nous éclairer sur ce sujet. Mais je pense que là, on a parlé des liens de proximité, donc les liens humains de voisinage, de la communication avec la société environnante. On a parlé du rôle des établissements et il faut aussi effectivement parler de tout le reste, de tout le maillage de l'accueil potentiel dans les lieux de pratique sportive. Bon, pour le Covid, on n'en parlait pas tellement des lieux de pratique sportive parce que toutes les activités s'étaient arrêtées, mais maintenant que ça reprend, il faut le penser. Et l'accueil dans les commerces, les lieux de loisirs, voilà. Ça aussi, ça concerne la société accueillante ou la société inclusive. Voilà, les quelques pistes de réflexion très matérielles qui se sont posées pendant la période du Covid. Je vous remercie. Est-ce que je peux me permettre Oui, bien sûr. de prendre la parole? Merci, puisque Sébastien me tend la perche, j'en profite. Moi, je te remercie d'amener le sujet, en tout cas de Thierry, vers ce que du coup on appelle le milieu sanitaire. Parce que quand on parle en fait
quand on aborde tous ces sujets, quand on parle des choix qu'on doit pouvoir faire, quand on parle de ce monde qui a changé, comme le disait Fabrice Dill, il va falloir que je lui parle entre parenthèses. J'entends tout ce que vous dites, juste le monde sanitaire aujourd'hui. Moi, j'aimerais savoir s'il permet en fait de faire des choix. Est-ce qu'il permet cette différence? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'il ouvre? Est-ce qu'il fait des liens avec le monde médico-social? A contrario, est-ce que le monde médico-social fait des liens avec le monde sanitaire? Est-ce que le milieu ordinaire est pris en compte dans toutes ces questions-là? Sébastien parlait du baromètre Handifaction. Juste comme ça, je n'ai pas en tête les derniers chiffres, hein. Juste le nombre de refus de soins qui est évoqué par les personnes qui vivent avec un handicap, c'est juste effrayant. Donc, à un moment donné, c'est un peu les questions que en fait, je voulais vous poser aussi, c'est qu'on aborde les choses par typologie de handicap. Ok, donc parce que la personne est reconnue ayant un handicap psy, une maladie mentale, on va se dire que donc en fait le milieu ordinaire, pardon, c'est les termes qui sont employés, peut-être qu'on en trouve d'autres un jour, mais en tout cas il est pas, ce n'est pas possible. C'est pas possible et le pire dans tout ça, c'est qu'on va mettre une échelle alors je sais pas si une échelle de valeur, une échelle d'incapacité, j'en sais rien. Il y a une forme de hiérarchie qui s'opère et qui va dire que donc une personne qui serait avec un handicap, vivant avec un handicap moteur, elle serait peut-être un peu plus capable, et puis ainsi de suite, on peut monter comme ça, mais suivant les endroits où vous vous trouvez, ce sera remis en cause, hein. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, juste, et peu importe dans quel monde on se situe, parce qu'en fait, il y en a qu'un. Si on pose un regard qui est celui d'un regard capable sur la personne, je peux vous assurer qu'on va voir se développer des tas de choses, parce qu'en vérité, l'être humain est toujours en développement. Et, je vais m'arrêter là parce que je vois que les mains se lèvent, mais pour en revenir, en tout cas pour finir avec ce monde, ce milieu sanitaire, et bien sûr, on ne va pas finir ce soir parce que croyez-moi, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais comment il permet aussi que les personnes vraiment puissent faire des choix, que vraiment elles puissent décider. Quand on a une maladie psychique, par exemple, on peut tout à fait, à un moment donné, penser différemment des professionnels qui nous suivent. Et puis, pourquoi pas avoir envie d'essayer un autre traitement, une autre thérapie, parce qu'on a entendu que dans tel pays, ils faisaient ça, ou que dans le département d'à côté, ils faisaient ça, parce qu'à un moment donné, je crois qu'il faut aussi revenir à des choses concrètes. On n'a pas les mêmes accès ni les mêmes droits en fonction des endroits où on habite, hein, juste dans ce pays. Donc, comment on permet en fait d'abord de choisir. Comment je choisis quand je ne connais pas ou quand je ne connais que la même chose. Et puis ensuite, comment en tant que professionnel, je permets en fait à cette personne de prendre des risques, d'essayer de tester, parce que je crois qu'à un moment, c'est bien ce qui fera qu'on choisira d'habiter. Et la question, je ne sais pas si elle est tellement celle de la désinstitutionnalisation ou de l'inclusion. Je crois que la question, c'est en fait, qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Où est-ce que je veux vivre? Et comment je choisis de me soigner? Ou comment je choisis de travailler? Enfin, toutes ces questions-là se posent juste pour faire des choix. Déjà, avant toute chose, il faut qu'on ait un éventail de possibilités et que la société, mais tout simplement l'entourage, les aidants, pose ce regard capable sur nous, parce que je crois que c'est ce qui permet de développer, et peu importe quoi, en fait, il n'y a pas de standard à l'autonomie, il n'y a pas de standard à l'autodétermination. Peut-être juste le fait de choisir
des carottes râpées plutôt que des tomates, juste le fait de choisir un traitement plutôt qu'un autre, le pull rouge plutôt que le pull bleu, et d'en assumer les conséquences, hein, parce que peut-être ce pull bleu, c'est pas très joli en vérité. Juste, c'est mon choix et je l'assume, mais pour ça, il faut laisser faire. Merci. Je vais Serge, vous vouliez intervenir en remettant le son. Oui, oui, oui. Oui, parce que en lien avec les remarques et les questions de Naomi Nolot et puis des données de Sébastien Claes sur la pandémie, je crois que il y a vraiment matière à, comment dirais-je, à se saisir de la question de l'accessibilité, si vous voulez, parce que la pandémie, c'était un compte où l'inaccessibilité a été organisée. Il me semble que la pandémie a montré que l'opposition compensation-accessibilité peut être assez dommageable, parce que ce qui s'est joué, et ça renvoie fondamentalement à la question du choix, c'est en quoi a-t-on permis aux personnes, si vous voulez, d'être à même de faire ce qu'elles sont censées faire et ce qu'elles souhaitent faire. Et c'est là que je pense que ce qu'a montré la pandémie, c'est la fonction de conversion qu'avait l'accessibilité. C'est-à-dire que ce qui spécifie fondamentalement l'accessibilité, ce n'est pas qu'elle soit universelle ou pas, c'est qu'on s'interroge sur les ressources que l'on donne aux personnes pour prendre les responsabilités liées au choix. Parce qu'un choix, comme Noémie Nolot l'a dit, porte fondamentalement la question de la responsabilité. Et ce qui était extrêmement intéressant dans le cas de la pandémie, c'est que les conditions d'accessibilisation des environnements ont soutenu ce qu'on pourrait appeler une innovation par l'usage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'innovation qui s'est jouée, mais qui s'est jouée, c'est une innovation qui s'est jouée au quotidien, en bricolant. Et c'est là que plus les environnements, les biens et les services étaient accessibles, et plus la tendance ou les possibilités d'innovation étaient soutenues, et plus les personnes étaient à même si vous voulez, de prendre les responsabilités liées au choix. Et c'était extrêmement important aussi pour les familles qui devaient conjuguer le rôle de parent, le rôle d'enseignant, le rôle d'aidant, etc., durant la première phase de confinement. Et là, la question d'accessibilité et la fonction de conversion de l'accessibilité est importante. Ce que la pandémie a également montré, et ça renvoie, si vous voulez, à ce besoin de proximité, c'est le rôle fédérateur. C'est-à-dire que l'accessibilité, c'est ce à travers quoi on va pouvoir créer du lien. Le numérique a été extraordinaire de ce point de vue-là, puisqu'il a permis aux individus, nous a permis d'être en relation avec quelqu'un, de ne pas être totalement isolé. Et ce qui se joue aussi dans cette fonction fédératrice, c'est le fait de prévenir le non-recours. Il faut quand même avoir à l'esprit, si on prend l'enquête handicap santé, l'enquête HSM, que près de 30% des 16-25 ans disent préférer rester chez eux que de sortir du fait de l'inaccessibilité. Et donc, il n'y a pas besoin de murs pour les gens. Je veux dire, on peut enfermer les gens dans leur tête. Et c'est là que la fonction fédératrice, que l'accessibilité a une fonction fédératrice de créer du lien. Et ce qu'a montré, ce qui s'est joué au niveau de l'école, me semble-t-il, c'est que l'accessibilité a aussi une fonction de sécurisation lorsque les initiatives prises ont permis aux élèves d'être à équivalence de pouvoir d'agir. C'est-à-dire que les situations étaient tout à fait différentes et les capacités des uns et des autres étaient différentes. Mais là où les environnements étaient accessibles, où le numérique était accessible, c'est-à-dire qu'on s'est interrogé sur la manière dont les élèves utilisaient le numérique, etc., on
à faire de l'accessibilité a permis de construire, dans des contextes assez inégaux et fondamentalement inégaux, des pouvoirs d'agir équivalents. Et moi, ce qui me frappe, par exemple, c'est qu'effectivement, si on prend la question de l'emploi, ben, la situation des personnes ne s'est pas fondamentalement dégradée. Si on prend la question de la scolarité, ben, il y a des élèves présentant une déficience qui pouvaient avoir de meilleurs résultats que d'autres élèves, parce qu'effectivement, on a joué sur cette équivalence de pouvoir d'agir. Et ce qui veut dire qu'il s'agit d'aller au-delà de la compensation, au-delà des moyens financiers humains pour s'interroger sur les possibilités pour les personnes de prendre les responsabilités, de s'inscrire socialement et d'avoir les mêmes pouvoirs d'agir, si vous voulez. Merci. Sébastien, vous voulez intervenir? Oui, je voulais repartir de ce que disait Noémie Nolot sur le choix. Et en effet, il faut avoir conscience que ce qu'on propose socialement, c'est ce qu'on appelle une architecture du choix. Et que le choix ne se fait pas comme ça dans un monde plani, neutre, etc. Et aujourd'hui, cette architecture du choix, la réalité, c'est que situation de handicap, on va vous expliquer que tout est difficile et qu'il vaut mieux aller dans un établissement, qu'il vaut mieux faire ceci ou faire cela. Donc, c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un parcours qui est assez fléché, et notamment à travers la bureaucratisation de ce fléchage et le rôle des MDPH. Donc, il faut, enfin, je veux dire, quand on parle du libre choix, il faut voir de quoi on parle. Et puis, voir en quoi, justement, il faudrait modifier ce contexte institutionnel-là pour rendre ce libre choix possible. Parce que finalement, on crée des destins. Voilà, on les crée. Alors, la société crée des destins. On n'est pas libre comme ça de faire ce qu'on veut. Le déterminisme, il est bien présent. Et dans le domaine du handicap, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, mais je vais le faire quand même, c'est une sorte de déterminisme d'État. C'est l'État qui vous dit ce que vous allez faire. Et ça, ça interroge. Ça m'interroge beaucoup, en tout cas. Sur l'accompagnement en dehors des lieux du médico-social, quoi, comme les établissements scolaires, par exemple. Je pense aussi que quand on parle de l'accompagnement, il faut aller très finement dans les choses, dans l'étude du terrain ou du ressenti des gens, des personnes concernées. Parce que parfois, certains types d'accompagnement sont enfermants. On est enfermé, quoi, si on veut. Il y a eu des témoignages, notamment dans le cadre du livre auquel on a participé avec Noémie Nolot, du livre de Pascal Jacob. On avait participé à la réflexion et il y avait de nombreux témoignages. Et il y avait un témoignage qui s'appelait François, d'une personne qui était en situation de handicap et qui nous racontait ses années d'école en disant que finalement, oui, il avait pu participer, il avait pu être en lycée, mais qu'il avait eu du mal à se lier aux autres parce que l'accompagnement avait créé un blocage, une espèce de frontière qui faisait que personne n'osait vraiment venir le voir et que sa liberté à lui, c'était de se faire des amis et que finalement, quand on laissait la classe l'aider, ça se passait très bien. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il faut laisser tout le monde en autonomie comme ça, mais il y a un dosage. Et c'est précisément ce dosage qui est un sujet d'éthique pour moi. Et puis enfin, si on veut penser l'inclusion, il faut en effet partir des personnes, écouter les personnes concernées. Et écouter les personnes concernées, parce que là, on parle entre nous, dans les administrations, tout le monde parle entre soi, etc. Et je pense qu'il ne faut pas seulement dire « Ah, on va ouvrir les portes, on va rendre les lieux accessibles, on va même faire de l'accompagnement humain, etc. » Mais c'est aussi avoir le courage de se laisser transformer par les personnes. Et ça, c'est plus compliqué de se laisser transformer par les personnes en situation de handicap. Quand on parle du handicap en entreprise, par exemple, on peut dire « Ah, on ouvre les portes de l'entreprise aux personnes en situation de handicap ».
Mais dans ce cas-là, il faut aussi accepter de modifier certains process, de modifier certaines habitudes, de se laisser travailler comme ça par la différence. Et ces personnes en situation de handicap peuvent aussi apporter énormément de choses et peuvent faire la différence. Mais pour ça, effectivement, il faut peut-être sortir des process habituels. Voilà. Il faut se laisser travailler par la différence. Ça, c'est culturel. C'est une dimension culturelle de ce qu'on peut appeler l'inclusion. Et difficile du même coup. Du même coup. Et lent aussi. Ouais. Mathilde, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais rebondir. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez mieux. Beaucoup mieux, j'aurais dû vous prévenir. Désolée. Plutôt. Non, c'est moi qui suis désolé, je ne suis pas derrière la ligne. Bon. Là, on vous entend parfaitement. Bon. Donc, profitez-en. Ouais. En tout cas, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur notamment la dimension culturelle, se laisser travailler par la différence, sur les institutions en place, c'est vrai que une des pistes serait quand même de revoir voilà, l'organisation du secteur telle qu'elle est pensée aujourd'hui, bien qu'on parle constamment de décloisonnement entre le social, le médico-social, le sanitaire, l'éducation nationale, etc. On a quand même encore de belles marges de progrès en la matière. Et tout à l'heure, pour dire un peu, quand on avait eu notre réflexion en équipe sur cette question de l'inclusion, on avait abouti à une idée, en tout cas, qui serait celle... en tout cas, qui rejoignait ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on est tous des capables vulnérables. Voilà, je ne sais plus si c'était le terme exact, mais enfin, je le réintroduis comme ça. Et de se dire qu'on aurait plutôt que besoin d'une DMDPH, d'une aide sociale à l'enfance, etc., d'un guichet unique qui, lui, serait un guichet unique de proximité, pas que pour les personnes en situation de handicap, mais pour chacun d'entre eux. Parce qu'on est tous, à un moment donné, vulnérables de par un accident, un divorce, une naissance, des événements tels qu'ils soient dans notre vie. On a tous voilà, des hauts et des bas, avec des besoins spécifiques à un moment donné et des demandes, des besoins de compensation, d'aide, d'accompagnement, etc. Pas que de compensation matérielle, humain ou financier. Mais avec ce besoin qui est là, et donc je vous rejoins sur le fait qu'il faut absolument, et je voyais dans le chat tout à l'heure, partir des besoins, mais il ne suffit pas de le déclarer, de le décréter. C'est une posture là aussi qui a à travailler, une écoute active, bienveillante, et parfois... C'est très souvent, on veut bien faire, on veut accompagner, notamment du côté des professionnels, mais aussi du côté des aidants. On pense bien faire, mais on continue quand même en voulant bien faire, à penser à la place d'eux. Et je pense qu'il ne suffit pas de se dire « je veux » pour y arriver. Ça nécessite une réflexion, une introspection, de la formation, et puis, je pense, de l'analyse de la pratique assez régulièrement. Donc ça, c'était un point. Mais pour le guichet unique, voilà, ce que je voulais dire, c'est peut-être... qu'on réunisse, en tout cas dans ce guichet unique et de proximité, des services qui pourraient être à l'heure actuelle ceux de la MDPH, de Cap Emploi, des protections maternelles infantiles, etc., avec sans doute des professionnels qui seraient spécialisés sur des questions d'emploi, sur des questions de santé, de scolarisation, etc. Mais le point de départ serait bien, je viens avec un besoin, j'ai une écoute en face, et après, bien sûr, il faut une objectivation de ces besoins et des critères d'attribution pour garantir l'équité de ce qui serait distribué sur tout le territoire. Donc, ça passe forcément par une évaluation fine des besoins des personnes, mais une fois de plus, le point de départ, c'est l'auto-évaluation. Alors, c'est peut-être utopique, mais la société inclusive, ça reste encore aussi, à notre sens, un idéal vers lequel on tend, et c'est bien nécessaire, je pense, dans notre société. Merci Mathilde. Juste avant de passer la parole à Paul Loup, j'aurais envie de reprendre une question qui a été soulevée tout à l'heure, qui est celle de savoir s'il y a des pays où la pratique inclusive est plus effective qu'ici.
C'est-à-dire, est-ce que cet idéal demeure nécessairement un idéal à l'horizon, ou est-ce que cet idéal, on peut s'en approcher, pas l'atteindre, parce qu'un idéal, on ne l'atteint jamais, mais au moins s'en approcher suffisamment pour qu'il ait une densité ou une réalité? C'est une question que je vous suggère à tous, mais d'abord, peut-être Paul Loup voulait intervenir. Oui, merci. Je voulais dire quelque chose de très général en lien tout ce qui s'est dit. Tout était très intéressant. Merci beaucoup d'avoir organisé cette rencontre. Simplement, il y a une idée qui quand même revient dans toutes les interventions, c'est l'idée de changer le regard, alors formulé dans des termes différents, faire partie, l'importance de la reconnaissance pour participer à un espace social commun. Moi, je me demande si, à ces fins-là, finalement, le terme d'inclusion, pour parvenir à ces fins-là, si le terme d'inclusion n'est pas un peu piégeux et n'est pas piégé, puisque Noémie le disait d'ailleurs au début, puisqu'on parle d'inclusion, c'est qu'il y a eu exclusion. En fait, quand on parle d'inclusion, on est dans la correction de quelque chose. Hein, l'inclusion, elle intervient après une exclusion. Est-ce qu'il ne faudrait pas éviter le terme d'exclusion, de non-exclusion? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas finalement l'exclusion justement pour changer le regard contre laquelle il faudrait se battre. Voilà. C'est une question de terminologie, mais je pense qu'elle est très importante en fait. Oui, mais derrière la question de terminologie, il n'y a pas que la terminologie, il y a effectivement une pratique et une idée qui est derrière. Serge, vous vouliez intervenir? Oui, par rapport à la question internationale. Ouais. Oui, effectivement, il y a un certain nombre de pays qui ont développé des choses extrêmement intéressantes et si vous voulez, on décline l'inclusion au singulier alors qu'il faudrait la décliner au pluriel. Il y a des configurations inclusives. Il y a des configurations inclusives qui prennent des formes différentes selon la manière dont les modalités de financement, ce que le politique recherche, les approches du handicap se combinent, si vous voulez. Vous avez des pays qui ont vraiment une conception, si vous voulez, assez participative de l'inclusion, où, par exemple, l'inaccessibilité est associée à une discrimination. Ce qui revient à dire que l'ambition, ce n'est pas uniquement le placement dans des dispositifs de droit commun, mais c'est permettre à tout un chacun d'être en possibilité de prendre et d'assumer les responsabilités qu'implique toute forme de citoyenneté. Vous avez la Colombie-Britannique qui a développé des choses extrêmement intéressantes. En Europe, vous avez le Portugal qui, ces 10 dernières années, a vraiment développé une approche intéressante de l'inclusion et quand je dis intéressante, assez aboutie, à travers la réforme du secteur spécialisé. Secteur spécialisé qui s'est trouvé transformé en espace ressources. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'établissement, mais la légitimité du spécialisé réside dans la capacitation des acteurs du dispositif de droit commun de tout un chacun. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique où l'on admet qu'en soutenant les personnes, on soutient le système. On admet qu'il faut soutenir tout le système. Et ça, c'est particulièrement vrai en Finlande. En Finlande ou en Norvège, si vous voulez, le spécialisé a une mission d'étayage de l'ensemble des acteurs et pas uniquement des personnes. Et c'est là que je pense qu'il peut être judicieux de réfléchir en configuration inclusive, parce que j'étais dans des pays où le milieu, disons, les établissements fermés, l'inclusion était totale, les personnes ont disparu, si vous voulez. Elles se sont trouvées invisibilisées, enfermées chez elles. À l'inverse, j'étais dans des pays où la réinvention du spécialisé a vraiment permis à l'ordinaire de faire ce qu'on appelle l'ordinaire, des dispositifs de droit commun, des petits pas de côté.
leur permettant de penser un autrement. Et je pense que plutôt que d'évaluer des besoins, ce qu'on fait depuis un certain nombre d'années, c'est s'intéresser à l'autrement des personnes. Comment évaluer l'autrement des personnes, parce que c'est la compréhension de l'autrement des personnes qui va nous permettre de cerner notre autre. Et il y a vraiment ce qui apparaît difficile de notre point de vue à l'heure actuelle, compte tenu de la situation française, les difficultés que peuvent expérimenter les personnes concernées ou les familles, a pu prendre des allures extrêmement intéressantes dans d'autres pays, et ça a vraiment été source de… Je me souviens de quelques pays où j'étais très surpris du différentiel de positionnement des personnes par rapport à ce que j'entendais en France. En réalisant des entretiens avec des parents français ou des personnes concernées, c'est toujours… il est toujours question de la lutte, d'être obligé de tout faire, etc. etc. Là où, j'ai à l'esprit des entretiens que j'ai eu l'occasion de mener en Islande, mais aussi au Danemark et en Suède, où, si vous voulez, les personnes, elles étaient critiques. Mais si vous voulez, elles se pensaient comme des sujets de droit, respectés dans leur qualité de sujet. Et parce que quand on parle de l'inclusion, c'est un droit, l'inclusion. Et je crois que plutôt que de s'interroger sur la terminologie, pas la question de la terminologie qui est importante, c'est qu'est-ce qui se joue derrière le droit à l'inclusion, dont parle notamment l'article 19 de la Convention des Nations Unies. Merci. Je vais passer la parole pour terminer à Noémie qui lève la main et en demandant à Noémie, dans une forme de conclusion, d'être assez bref parce que nous avons déjà dépassé l'horaire et certains sont pris par des nécessités domestiques ou pas, si bien qu'on vous écoute pour clore notre séminaire, Noémie. Ouais, je vous remercie. Je tâcherai de faire vite et synthétique. En fait, j'ai vu aussi des questions dans le chat et peut-être que j'avais un peu envie de renverser, notamment, en fait, Mathilde Bibouda nous a parlé du guichet unique. Et effectivement, c'est des choses qui sont étudiées en fait aujourd'hui. Ce seraient des vraies réponses. Et quelqu'un dans le chat disait, imaginez un peu, les professionnels sont perdus, imaginez les familles, imaginez les personnes. J'ai envie de renverser parce que si à un moment on veut que cette société elle évolue, en fait, il va falloir considérer que les familles et les personnes concernées, en fait, elles savent bien mieux parfois que beaucoup de professionnels. Si on en fait, d'entendre que ce sont des savoirs très différents et que c'est complémentaire. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir avancer comme ça. C'est-à-dire qu'on en fait l'exercice aujourd'hui. Mon savoir n'est absolument pas le vôtre. Juste, je pense qu'il est très complémentaire de tout ce que vous dites. Je pense aussi que alors, il faudra du temps, mais je pense que d'ici quelques années, quand on verra des personnes grandir avec la domotique, grandir avec la robotique, forcément que leur comportement aura changé, forcément qu'elles se seront repositionnées, en tout cas positionnées différemment, parce qu'elles auront accès, parce qu'elles n'auront pas besoin des autres pour attraper le Lego qu'elles attendent, pour plus tard peut-être le verre avec lequel elles iront trinquer, j'espère, avec leurs amis. Je pense que c'est tous ces changements-là auxquels il faut être attentif. L'environnement crée le handicap. Il ne faut pas oublier ça. Et quand on n'est pas en tout cas, quand on est dans un environnement sur lequel on a la main, bien sûr qu'on peut avoir des aides, ça n'empêche rien. Juste, ça repositionne chacun dans son rôle, y compris ses parents, parce qu'à un moment, il faudra aussi aborder ces questions-là.
Et peut-être pour finir rapidement, et j'en suis frustrée parce que vraiment, je pense qu'il y aurait beaucoup à développer. Vous parliez, je crois que c'est Paul Lou qui a le sujet de reconnaître en fait l'exclusion. Et j'ai juste envie de vous dire que peut-être que j'ai jamais plus appris que cette fois où j'ai entendu une personne qui parlait de son parcours en tant que transgenre. Et en fait, ce qu'il abordait finalement, c'était tout un tas de discriminations vécues tout au long de sa vie. Et alors, c'est entré en résonance de force avec mon histoire. Pourtant, on était assez différents au regard de la société. Je veux dire, tout un tas de choses semblaient nous séparer. Je vous assure que ce moment-là, pour moi, il a été riche, fort, et que j'ai reconnu, en fait, bah oui, c'est la vérité. Et j'attendais juste ça. Moi aussi, j'ai été discriminée. Et c'est pas grave. Et j'en veux à personne. Juste, en fait, oui, parfois, ça me met en colère et c'est bien de le reconnaître. Oui, parfois, je trouve ça injuste et c'est bien de le reconnaître. Et bien sûr qu'on doit avancer. Je pense que si on fait ce travail-là, et c'est ce qu'on fait pour tout un tas d'autres personnes dans bien d'autres domaines, en fait, juste reconnaître à un moment donné que peut-être on s'est trompé. C'est pas grave, on a essayé, il fallait apporter des solutions, il fallait apporter des réponses à toutes ces personnes qui avaient tellement de besoins. Aujourd'hui, les choses changent, le monde change. Paul nous l'a dit, en tout cas Fabrice nous l'a dit. Moi, je veux bien juste, commençons par là et reconnaissons qu'à un moment donné, on a besoin d'évoluer de manière différente et avec des savoirs différents mais complémentaires. Pour finir, je citerai juste ça et je m'arrête, promis. Il y a une citation qui dit s'il y a une espérance dans ce monde si dur et si injuste, elle est dans le cri silencieux de ceux qui savent ce qu'est la liberté parce qu'ils vivent sous la dépendance. L'égalité, puisqu'ils sont traités en inférieurs. L'honneur d'être homme, eux qui supportent le poids du mépris. Voilà, j'espère que vous ferez le parallèle parce que pour moi, c'est très parlant. Merci. Merci Noémie. J'aurais voulu continuer à interroger, mais je pense que la situation sur laquelle vous venez d'achever votre propos est suffisante et suffisamment parlante pour qu'on la laisse comme ça, en quelque sorte, en suspens. Je vous remercie tous les 5 de vos interventions qui ont été en fait très différentes mais qui se recoupent et j'ai l'impression que du coup nous avons réussi notre pari qui était d'essayer de faire dialoguer, même s'il nous faudrait encore une bonne heure ou deux pour alimenter notre réflexion, mais bon, on ne peut pas se le permettre. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir accepté de participer à ce séminaire. Et puis, merci à l'ensemble des publics que nous ne voyons pas malheureusement. Merci pour leur attention et leur participation au séminaire, puisqu'il y a eu quand même pas mal de questions posées. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation et je souhaite que, pour quand même terminer sur ce qu'a dit Noémie, quand elle dit qu'on peut supposer que les moyens qui risquent de nous être offerts ou dont nous pourrons peut-être bénéficier, vont modifier la situation des personnes en situation de handicap, eh bien, ce que l'on peut espérer, c'est qu'en regard, les autres, eux aussi, s'en trouvent modifiés par la modification des personnes en situation de handicap. Voilà, merci à tous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir.